8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Charles Rodwell. Bonjour Charles Rodwell. Bonjour Romain Desarts, merci pour votre invitation. Bonjour monsieur le député, Ensemble pour la République des Yvelines. On va parler de toute l'actualité, évidemment. Je voulais parler tout d'abord des 2 ans des émeutes en France. Il y a 2 ans débutaient ces émeutes suite à la mort de Naël. Est-ce que vous diriez que tout a été fait pour que ça ne se reproduise pas ? Non, je ne pourrais pas dire ça. Parce qu'on a vu les images il y a quelques jours. Que malheureusement, nous n'avons pas su encore endiguer ces phénomènes. Moi, je me souviens que les émeutes ont attaqué des dizaines de commerces sur ma circonscription, à Montigny-le-Bretonneux, à Versailles, à Guyancourt, et des dizaines de communes, des centaines de communes partout en France. Je pense qu'il y a un rendez-vous sur ce sujet qui a été manqué collectivement par la nation pour répondre à ces émeutes. Et je suis très heureux que, pour ce qui concerne notre force politique, la sécurité des Français, la force régalienne de notre pays a été replacée enfin au cœur de notre action politique parce que la réponse doit être massive. Ça fait l'objet de certaines propositions que je suis déjà venu présenter chez vous. Mais je crois que les émeutes restent un traumatisme pour la nation auquel des réponses ont été apportées, pénales, législatives, mais qui doivent être amplifiées. Je voulais vous parler de l'immigration. Les chiffres définitifs de l'immigration en 2024 viennent d'être publiés. Le nombre de premiers titres de séjour et de renouvellement délivrés à des ressortissants étrangers a augmenté. Plus 3,9% d'immigration régulière en un an. On n'arrive pas à la maîtriser, l'immigration ? Mais pour maîtriser l'immigration, il faut changer la législation. Et pour changer la législation, il nous faut un cap. Vous savez, moi j'ai toujours défendu la même chose sur l'immigration. C'est le principe d'une immigration massivement réduite, choisi, fondé uniquement sur le travail pour répondre aux besoins des Français. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'on assume de faire venir une immigration de travail, parce qu'on en a besoin. Moi, quand je vais partout sur ma circonscription, dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, dans nos entreprises, je vois qu'il y a des étrangers qui viennent travailler en France et qui contribuent à la richesse de notre pays. Ça veut dire qu'il faut qu'on assume. Il peut y avoir débat sur l'immigration de travail. Il y a 500 000 étrangers qui sont sur notre sol et qui sont au chômage. Et c'est bien la raison pour laquelle, de mon point de vue, si on veut une immigration de travail, il faut aussi assumer d'assécher toutes les autres voies d'immigration, et votre chiffre en témoigne. J'ai toujours proposé, et ça a été porté aussi par mon parti, un moratoire sur le regroupement familial pour en redéfinir les règles. Pour le coup, ma proposition personnelle, la fin de l'immigration pour soins, la refonte du droit d'asile, une lutte beaucoup plus importante contre l'immigration irrégulière pour que enfin nous reprenions la main sur le pilotage de notre immigration, pour que ces chiffres se réduisent, parce que oui, nous avons besoin, à mon avis, d'une immigration de travail, mais qu'aujourd'hui, les flux migratoires en France sont insoutenables, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une immigration massivement réduite, choisie, fondée uniquement sur le travail. Alors vous présentez une proposition de loi aujourd'hui qui vise à renforcer la lutte contre le terrorisme, notamment en durcissant la loi pour les déséquilibrés dangereux. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Déjà, je pars d'un principe. Moi, je ne peux pas rester les bras croisés, et personne, surtout pas vous, mais personne qui nous écoute, ne peut rester les bras croisés face à des actes criminels graves et des actes terroristes qui ont été commis contre des dizaines de familles en France ces dernières années. De Trappes et Rambouillet de mon département, une habitante de ma circonscription, Montigny-le-Bretonneux, de Apt à la Grande Combe, et évidemment les attentats de Mulhouse, il y a maintenant quelques semaines. Et les témoignages de ce matin sur CNews le prouvent également. Et nous, le trou dans la raquette qu'on a identifié, et c'est l'objet de cette proposition de loi que j'ai travaillé main dans la main avec le gouvernement, et notamment avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ce qui me permet de souligner d'ailleurs que la France a beaucoup de chance d'avoir un ministre de l'Intérieur comme Bruno Retailleau. C'est un principe, c'est de prévenir, de passer à l'acte les déséquilibrés dangereux qui sont radicalisés et qui ont des troubles psychiatriques graves. Traiter cette question, c'est la traiter pour eux-mêmes, mais c'est aussi la traiter pour la société, pour empêcher que ces individus passent à l'acte, alors que ce sont des gens très dangereux, radicalisés et atteints de troubles psychiatriques graves qui les incitent à passer à l'acte. Alors, ce projet de loi, il trouve sa justification. Vous y avez fait allusion dans de nombreux épisodes dramatiques, attaques au couteau, à Trappes au cri de Allah Akbar, attentat à la préfecture de police de Paris par un radicalisé salafiste, attentat à Romans-sur-Isère au cri de Allah Akbar, attaque au commissariat de Rambouillet par un Tunisien en situation irrégulière, attaque au couteau dans un supermarché du Vaucluse, attentat de Mulhouse, vous y faisiez allusion à l'instant, en février dernier, par un Algérien clandestin. Au-delà du suivi socio-psychologique et du motif de troubles psychiatriques récurrents à chacun de ces drames,
il y a quand même la question de l'immigration, on en parlait à l'instant, qui est au cœur du problème. Ou alors sinon on est aveugle. Non, mais il y a un lien évident entre l'immigration et l'insécurité dans notre pays. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. La seule chose que j'indique là-dessus, c'est qu'on a un trou dans la raquette pour prévenir de passer à l'acte. Je prends quelques mesures. Un, lorsque le préfet suspecte une personne d'être atteinte psychiatriquement, aujourd'hui, il ne peut pas demander à cette personne de passer obligatoirement un test ou un examen médical pour ensuite le faire interner pour soins ou pour étendre sa rétention. Avec cette loi, il aura la possibilité de le faire. Deuxième type de mesure, un terroriste qui est condamné à 15 ans de prison. On a ce qu'on appelle la rétention de sûreté. Donc ça veut dire que si au bout de 15 ans, on se rend compte qu'il est toujours hyper dangereux, on peut continuer de le retenir. Eh bien nous proposons à travers cette loi de baisser le seuil à 10 ans pour des gens qui sont, condamnés pour des faits de terrorisme et 2, qui sont radicalisés et atteints de troubles psychiatriques graves. Troisième des choses, on propose par exemple d'intervenir sur les conversations dites privées, mais qui sont en fait des conversations publiques en ligne où vous avez une apologie manifeste de terrorisme. Exemple, le groupe WhatsApp. Voilà, groupe WhatsApp, vous avez 200 personnes. Aujourd'hui, c'est considéré de facto comme une conversation privée, alors que quand vous avez 200 personnes sur une conversation et que vous avez quelqu'un qui fait de l'apologie du terrorisme, je pense qu'on est en droit de considérer que c'est une conversation publique et qu'il y a une apologie publique au terrorisme. Quatrième mesure, je ne vais pas toutes les citer, mais chose importante, aujourd'hui, tout un chacun peut changer de nom et changer de prénom en France. C'est une loi qui a changé la vie de milliers de Français et qui a été un vrai progrès. Nous, on considère que cette loi, il faut la tenir, mais qu'il faut, restreindre la possibilité de changer de prénom en France aux citoyens de nationalité française et 2, empêcher les étrangers radicalisés ou les Français radicalisés de changer de nom, parce que changer de nom, c'est retirer la possibilité de suivre ces personnes, et donc nous voulons faciliter leur suivi. Moi, j'entends matin, midi et soir des gens qui vont de la gauche jusqu'à l'extrême droite parler de fermeté, 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 fermeté. Là, on a 7 articles très concrets qui ne sont pas une révolution, mais qui, très concrètement, nous permettent de boucher et de répondre aux trous dans la raquette du suivi et de la rétention des personnes qui sont dangereuses sur le territoire. Et j'incite chacun de mes collègues parlementaires à me soutenir et à suivre cette proposition de loi. Mais quand on cherche à serrer la vis, je pense à la loi sur la justice des mineurs. Le Conseil constitutionnel en a censuré 6 articles. Vous ne craignez pas qu'il fasse pareil avec votre proposition de loi ? Il faut 3 choses. 1, il faut de la volonté politique. Et moi, je reconnais une chose, c'est que Gabriel Attal a objectivement apporté une refonte sans précédent de la ligne politique de notre parti et qu'aujourd'hui, la sécurité des Français et le rétablissement de l'ordre en France fait partie au centre, c'est le cœur de notre projet politique et je m'en réjouis. Votre parti et votre mouvement aura mis du temps à s'en apercevoir. Votre parti et votre mouvement aura mis du temps à s'en apercevoir. Depuis quelques années, la loi séparatisme a été votée. Nous avons voté la loi immigration avec les Républicains également. Et aujourd'hui, moi, quand j'écoute Gabriel Attal, que ce soit sur le voile pour les mineurs, que ce soit sur l'immigration choisie, je considère qu'il y a une refonte de la ligne politique de notre parti. Deuxième des choses, au-delà de la volonté politique, il faut un texte qui est bien travaillé. Et moi, je souligne une chose, c'est la qualité du travail qui a été mené par le ministère de l'Intérieur et par le ministère de la Justice. La France a une chance immense d'avoir le tandem Bruno Retailleau, Gérald Darmanin à la tête de l'État. Pourquoi ? Parce que c'est 2 ministères qui ont toujours été en opposition. Et là, on a 2 ministères qui sont alignés. Et je l'ai constaté de l'intérieur, en voyant que sur la construction de cette proposition de loi, à quel point ces 2 ministères étaient alignés et qu'il y avait une volonté de bâtir un texte très ferme, mais qui passait les fourches codines de la Constitution. Troisième sujet que vous évoquez, la constitutionnalité. Oui, nous avons un enjeu d'interprétation constitutionnelle de nos lois. Je ne vais pas me le cacher, sur la loi Attal comme sur beaucoup d'autres, on a eu une censure du Conseil constitutionnel. C'est la raison pour laquelle, sur des questions fondamentales comme celles que vous évoquez, je pense que nous ne pourrons pas échapper à un référendum pour réformer la Constitution. Vous avez le soutien d'Emmanuel Macron ? Je n'ai aucun doute du fait que quand vous présentez une loi au gouvernement et l'exécutif, vous avez ce qu'on appelle des réunions interministérielles. Oui. Et l'ensemble du gouvernement et l'ensemble de l'exécutif, Élysée compris, s'alignent pour soutenir une proposition de loi ou non. J'ai obtenu cet aval et c'est la raison pour laquelle j'ai présenté cette proposition de loi. C'est évidemment une proposition de loi que j'ai travaillée main dans la main, 1 avec Gabriel Attal, 2 avec Bruno Retailleau. Et je suis très heureux d'avoir obtenu non seulement le soutien du gouvernement, mais le soutien de 70 collègues qui m'accompagnent sur cette proposition de loi. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez entendu
Emmanuel Macron s'en prendre à ceux qui décrivent la réalité de l'insécurité en les accusant de faire du brainwashing, du lavage de cerveau. Il dit quand on décrit la réalité, quand on parle des faits divers, en fait, on cherche à laver le cerveau des Français. C'était violent pour ceux qui, notamment pour les journalistes, comme ici à CNews d'ailleurs, qui décrivent la réalité. Quand j'ai vu cette citation qui a été publiée, je suis tout de suite allé voir la séquence au global du président de la République qui intervient sur ce sujet. Ma conviction personnelle, c'est que cette phrase a été sortie de son propos, et c'est heureux, parce qu'on ne peut pas... il y est revenu à la télévision sur France 2. Moi, en tout cas, je vais vous dire... Ce que je constate, disant qu'on en fait trop avec les faits divers. Mais ce que je constate matin, midi et soir, c'est qu'il y a des personnes, notamment des millions de Français issus de l'immigration, qui vivent dans des quartiers qui sont soumis à une insécurité prégnante dont on ne s'est pas occupé. Et moi, je suis très heureux d'avoir adopté la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, la loi de programmation du ministère de la Justice, qui met du temps à avoir leurs effets, mais on les a votés il y a 1 an et demi seulement, et qui déploie des moyens sans précédent pour rétablir la sécurité dans notre pays, notamment dans nos quartiers populaires qui en ont bien besoin. Et c'est au nom de toutes ces personnes que je connais, que je vois sur ma circonscription, que j'ai soutenu à 200% ces lois parce qu'on en a besoin. La grande interview CNews Europe 1 avec Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines. Vous y faisiez allusion il y a quelques instants. Christelle Gervaise était sur CNews ce matin. Elle est la femme d'Alban Gervaise qui a été tué en 2022 à Marseille devant l'école de 2 de leurs 3 enfants. L'individu, Mohamed El, les attendait dans la voiture, attendait les enfants dans la voiture. C'est Alban Gervaise qui attendait dans la voiture les 2 enfants quand un individu, Mohamed El, est rentré par la porte passager du véhicule. Et Mohamed El a tué de plusieurs coups de couteau Alban Gervaise. L'individu a été déclaré irresponsable. Il n'y aura pas de procès. Sa femme dénonce cet état de fait et fait part également de son inquiétude car si les psychiatres le décident, cet individu, Mohamed El, sera remis en liberté. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait, quoi qu'il arrive, un procès ? Moi, sur cette question, tous ceux qui m'expliquent que je traite trop, que je parle trop, que j'agis trop ou que je présente trop de choses sur l'insécurité, sur la révolution pénale et que je prends trop la parole sur ces sujets, j'invite chacun d'entre ceux qui me font ce procès-là à regarder le témoignage de cette mère de famille, à regarder le témoignage de la mère de tant d'enfants qui ont été assassinés en France, ne serait-ce que ces 6 ou 10 dernières années, pour comprendre à quel point notre pays est soumis à des attaques en règle sans précédent. Et notamment la mère d'Elias qui était hier soir sur Europe 1 et CNews avec Laurence Ferrari. Je demande vraiment à chaque téléspectateur et auditeur de regarder le témoignage de ces mamans, de comprendre à quoi elles sont soumises. Et c'est absolument impossible de comprendre, de vivre, de ressentir ce que ces mères ont vécu. Moi, sur la question que vous évoquez, c'est ça qui m'anime, c'est arrivé à une famille de ma circonscription. Et c'est ça qui me donne de l'énergie, je peux vous dire. Peut-être que ce texte, sur les 7 articles, il y en aura peut-être 2 qui seront censurés, peut-être 1. Moi, j'espère qu'ils seront tous adoptés. Je ne prétends pas que ça va révolutionner notre pays, mais je prétends quand même que, main dans la main avec le gouvernement et mes 70 collègues qui ont co-signé, nous avons là une vraie volonté de faire évoluer concrètement les choses pour assurer la sécurité de centaines de familles dans notre pays, y compris la famille que vous évoquez, qui, je crois bien, a le droit à un procès. Je voulais vous parler également du mariage des OQTF et des illégaux en France. L'Assemblée n'a pas voté le texte d'Éric Ciotti qui vise à interdire les mariages des illégaux. Pourquoi ça n'a pas été voté ? Parce que c'est Éric Ciotti qui l'a présenté ? Il y a 2 raisons. Il y a eu un blocage orchestré par la France Insoumise. Mais deuxième chose, Éric Ciotti aurait pu inscrire ce texte en premier dans sa niche parlementaire. Il aurait largement eu le temps de le traiter. Ce texte n'a été traité que dans l'après-midi parce qu'avant, il faisait passer son texte pour assurer je dirais l'avenir électoral de Marine Le Pen. Il avait le choix, il aurait pu présenter en premier lieu son texte sur les mariages OQTF, qui je crois est attendu par des milliers de maires dans notre pays. Il a préféré choisir de présenter en premier un texte qui visait à protéger Marine Le Pen des juges,
C'est son droit. Je suis très heureux que ce texte. Il y a eu de ait été- l'obstruction de la part des députés. L'obstruction des députés, je la Là, c'est une regrette. question de bon sens. Mais je regrette deux choses. Ouais. Moi, quand il y a une niche parlementaire, je regrette qui est l'obstruction orchestrée par l'extrême gauche, Mm. mais je regrette aussi que plutôt de traiter un problème très concret de la part des Français, Éric Ciotti ait préféré d'abord et avant tout protéger Marine Le Pen. Nous avons rejeté ce texte pour ensuite présenter un texte qui n'a pas eu le temps de terminer. C'est le sens des priorités qu'a choisi Éric Ciotti, je le déplore. Vous êtes favorable à l'interdiction des mariages pour les personnes en situation irrégulière en France ? Évidemment. Mais évidemment, enfin moi, quand je regarde, pardonnez-moi, hein, quand je regarde les maires la pression auquel les maires sont soumis, moi j'étais adjoint au maire pendant Robert des années. Ménard, la maire de Je continue les à- Valences, et il y en a des dizaines. Je continue à célébrer des dizaines et des dizaines de mariages. Je constate aujourd'hui que les fameux mariages blancs et mariages gris sont parfaitement pris en compte en coordination avec les services de la préfecture. Tout n'est pas parfait et je sais que beaucoup de maires témoignent et ils ont raison de le faire sur cette question. Mais la question objectivement de marier des personnes qui sont sous OQTF, c'est juste de la folie. Et s'il avait fait passer son texte en premier pour le bien des Français, on aurait peut-être eu le temps de le traiter. En l'occurrence, il a préféré d'abord protéger Marine Le Pen. Eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas eu le temps de traiter son texte. Je le déplore. On parlait d'Éric Ciotti à l'instant, ça sera ma dernière question. Je voulais vous entendre sur la scandaleuse prise de parole d'un député écologiste qui a reproché à Éric Ciotti de faire hospitaliser sa mère tétraplégique depuis 24 ans. Comment est-ce que vous qualifiez l'attitude de ce député issu d'un groupe qui a pour habitude de donner des leçons de morale à longueur de journée ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas des accords politiques surtout avec Éric Ciotti, mais je lui apporte évidemment personnellement un soutien. Sa mère est tétraplégique, elle a été attaquée hier dans l'hémicycle par un député d'extrême gauche, et je crois que cet exemple illustre à quel point l'extrême gauche dans notre pays est prêt à tous les moyens, dans la rue et à l'Assemblée nationale, pour essayer de déstabiliser nos débats. Je le condamne avec la plus grande fermeté et j'espère surtout qu'au-delà de la condamnation par les mots, ce député sera poursuivi par le bureau de l'Assemblée nationale pour être sanctionné extrêmement lourdement, car on ne peut pas tout se permettre évidemment dans l'hémicycle. En tout cas, nous mettrons une grande pression pour que ce soit le cas. Merci beaucoup Charles Merci Redouel, à vous. invité de la grande interview CNews Europe. Bonne journée, à Bonne bientôt. journée à vous.